Dans un monde de performance assez cartésien, on essaie souvent d'optimiser notre temps et planifier notre année avec une précision de laser. Souvent, on fait des plans, des planifications stratégiques avec notre mental en considérant rarement nos rythmes biologiques internes. Pourtant, j'ai moi-même pu observer un gain d'énergie énorme en écoutant progressivement mes rythmes, donc qui nous sont propres à chacun, et je réalise aujourd'hui mes projets avec beaucoup plus de joie et de sérénité. Je suis Julia Braga, architecte de formation spécialisée dans le processus de création. J'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs à réaliser leurs projets avec calme, confiance et énergie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon ami Cristallin Toulek pour nous parler des types de personnalités et de ces fameuses saisonnalités énergétiques. Bonjour Cristallin. Bonjour Julia. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. On dirait que les énergies vraiment du moment sont très intenses, donc elles nous poussent, j'ai envie de dire, un peu dans nos retranchements, mais aussi elles nous donnent des élans pour faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire dans d'autres contextes. Donc c'est ça, je sens la poussée. Magnifique. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation encore une Mhm. fois. Et nous parlons aujourd'hui principalement, on va dire, des cycles énergétiques qui sont Mhm. propres à chacun. Mais avant de plonger au cœur du sujet, ma toute première question serait que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a conduit déjà à t'intéresser autant au fonctionnement des individus et à faire ce que tu fais aujourd'hui? Je dirais en quelques mots, j'ai été poussé quand j'avais à peu près, c'est ça, 15-16 ans. Je me disais, je voulais aider avec mes mains. C'est vraiment ça qui est monté. Donc, je me suis intéressé d'abord à la kiné. J'ai entendu parler de l'ostéopathie. Et puis, finalement, j'ai choisi l'ostéopathie. Donc, j'ai fait une formation d'ostéopathe. D'abord, une première partie, quelques années en France, et puis le reste à Montréal. Et dans le courant de la fin de ma formation en ostéo, j'ai découvert la psychosomatique à travers surtout les enseignements du docteur Hammer et puis ensuite du docteur Sabat, qui sont vraiment des experts dans ces liens subtils entre le psychisme, le corps. Et pour moi, en tant qu'ostéopathe, ça m'a vraiment ouvert toute une dimension de compréhension qui répondait en fait à mes aspirations intérieures, dans le sens que j'avais ce système de croyance déjà, mais je n'avais pas d'éléments pour avoir une sorte de compréhension plus fine de la chose. Et là, avec ces outils, ça m'a permis de regarder le corps d'une autre manière et d'être beaucoup plus confortable à travailler sur cette dimension plus psychologique dans mon accompagnement ostéopathique, en fait. Parce que c'est comme si en formation ostéopathique, on nous parle de cette réalité émotionnelle, psychique, des croyances, tout ça. On nous en parle, c'est évoqué, mais on n'a pas d'outils pour travailler avec ça. C'est un petit peu comme si on disait, ben, ça, c'est les psychologues qui le font. Mhm. Donc, ça se comprend. Mais en fait, moi, j'avais vraiment une sensation d'intérêt voilà, qui m'a permis à travers ça de pouvoir m'y intéresser davantage. Et puis, ça m'a tellement plu que j'ai décidé de faire une formation de coaching à travers la PNL. Et je dirais euh, ça m'a vraiment donné confiance, en fait, de pouvoir vraiment développer cette facette-là aussi dans mon travail thérapeutique. Et donc, c'est à la fin de mes études de PNL que j'ai commencé à travailler plus précisément sur le modèle de personnalité. Mhm. Donc, un modèle pour travailler un petit peu plus la dimension des différents types. Parce que souvent, on trouve des analyses ou des approches qui parlent de différents modèles, etc. Mais c'est comme si j'avais comme un élan pour travailler sur un modèle en particulier et le développer. Et voilà, donc c'est un petit peu ça. Et ça, c'est un outil, mais je dirais la PNL a été vraiment un support pour en développer d'autres, comme celui sur l'écriture thérapeutique. C'est Mhm. vraiment en PNL que j'ai eu l'élan de travailler sur cette notion d'écriture thérapeutique, parce qu'en fait, on en parle en PNL, c'est vraiment des choses qui sont évoquées. Et ça m'a vraiment poussé à me dire, mais je suis passionné par ça. Et donc, voilà, ça a été un tremplin pour moi, la PNL. Et après la PNL,
cette dimension coaching est devenue vraiment, je dirais, assez importante dans mon développement, dans ce que j'offrais. Aussi bien le coaching individuel de couple que le coaching plus pour les organisations, pour les entreprises. Et puis ensuite, j'ai décidé de m'engager dans une communauté spirituelle dans l'Ouest canadien, dans les Rocheuses, dans lequel je me suis impliqué vraiment dans l'équipe de gestion du centre, une 50aine de personnes, c'est quand même beaucoup. Et ça m'a donné vraiment l'expérience du quotidien de ce travail sur les dynamiques organisationnelles. Et puis, je dirais que ça a été mon expérience peut-être la plus exigeante, mais en même temps qui m'a vraiment appris beaucoup de choses sur voilà, la façon dont les choses peuvent se faire pour que finalement tout le monde se sente bien, et les limites aussi. Une des limites, par exemple, c'était le fait que, étant moi-même au sein de la communauté, ça me limitait beaucoup à pouvoir offrir des perspectives parce que je faisais partie moi-même de la chose. Donc ça, c'était un exemple pour moi très fort. Et puis, je dirais que c'est dans ce contexte-là que je me suis beaucoup plus intéressé à l'astrologie et puis que je l'ai intégré dans mon travail de professionnel au fur et à mesure dans le coaching que je fais. Donc, c'est peut-être ça aussi le lien qui me sensibilise tout particulièrement à cette notion de cycle. C'est super intéressant parce que tu es parti à la base des mains, d'un sens un peu plutôt kinesthésique, Oui. on peut dire. Puis ça a complètement évolué, notamment avec, pour ceux qui connaissent, les docteurs Amer et Sabat sont quand même des pionniers pour faire la relation entre le corps et les émotions. Donc il y a toute une voie sensible qui a été développée. Et alors, ta mise en pratique, clairement, tu es tombé dans la marmite quand tu as dû mettre tout ça en pratique. Donc dans la communauté dans laquelle tu es resté plusieurs années. Oui, 10 ans, quoi. Oui, c'est quand même assez long. En tout cas, une belle pratique pour observer et travailler sur les types de personnalités. C'est intéressant, très intéressant parcours. Je voulais savoir comment tu as vraiment plongé justement à te dire OK, les types de personnalités, ça m'intéresse au point que je veux davantage faire de réflexion là-dessus. Est-ce que c'est justement le fait de t'être formé à l'astrologie, parce que tu es quand même partie vraiment kinesthésique avec les mains, le toucher d'ostéopathe, puis pour venir à un monde un peu plus de réflexion, j'ai envie de dire. Donc on a comme changé. C'est un sujet, en fait, c'est un sujet passionnant, ta question, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup finalement. Je dirais que moi, quand je regarde mon histoire de vie, une des grandes thématiques, c'est la notion d'identité. Les bonheurs de ma vie et les drames de ma vie, ça touche ça. Et en général, quand on est sur quelque chose qui est très, très vibratoire pour nous, on va se rendre compte que aussi bien les drames que les joies, aussi bien les cadeaux que les déceptions, nous ramènent toujours à ce que moi j'appelle la valeur sacrée, c'est-à-dire une vibration qui est tout à fait propre à nous-mêmes. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on touche notre valeur, notre vibration, on se rend compte que tout est cohérent. Les drames qu'on a vécus, les bonheurs qu'on a vécus, notre thème astrologique, les influences transgénérationnelles, le métier qu'on a choisi, l'évolution, tout est cohérent. Et je dirais, moi, quand je regarde un peu rétrospectivement, je dirais vraiment la vibration qui... En tout cas, si je dois faire une synthèse, je dirais vraiment la notion d'identité. Ça, c'est vraiment... Quand je regarde le fait, tu vois, par exemple, que je n'ai pas connu mon père quand j'étais petit, j'ai grandi sans père, puis donc le père, c'est quand même un gros symbole d'identité. Finalement, à travers toutes sortes d'expériences que tu ne pourrais même pas croire, j'ai rencontré quelqu'un dans le métro de Montréal qui connaissait mon père qui habite au Burundi, en Afrique. Tu ne peux pas croire ça. Tu ne peux pas croire. Moi-même, je ne le crois pas encore. Je raconte l'histoire, je me dis, mais non, mais c'est pas vrai, quoi. Et si je te raconte comment je l'ai rencontré, je vais le dire quand même pour le plaisir. Mais oui. C'est là que tu te rends compte que ce qui est prévu d'arriver, ça arrive. Ouais. Même si ça paraît complètement fou. J'étais dans le métro et je vois quelqu'un
qui lit un livre euh, qui est vraiment mon livre référence au niveau spirituel. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un qui lisait un livre comme ça dans le métro, tu vois. Et la personne est assise, elle lit. Alors bon, moi je me dis, mais il faut que j'aille lui parler, c'est pas possible, je peux pas ne rien faire, quoi. Donc je m'assois à côté, et puis je dis, ah, vous lisez ce livre-là, c'est spécial, moi je les aime beaucoup, j'ai tout un lien avec cette philosophie, cette vision des choses. Donc là, on commence à parler, tu vois, c'est amical. Et à ce moment-là, il y a un métro qui arrive, et il y a quelqu'un qui descend du métro. Et tu es en face de nous, quoi. Et elle reconnaît la personne avec qui je parle. Donc il dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça va? Et tout. Et là, il commence à parler. Et il s'avère que ce gars qui vient de descendre du métro, il s'appelle Pascal. Et en fait, il vient du Burundi. Puis là, il est maintenant à Montréal. Voilà. Donc, j'entends dans la conversation que lui, il vient du Burundi. L'autre, il vient du Kenya, je pense. Mais bon, alors il parle. Et puis je dis, oh, je viens du Burundi, c'est incroyable. Moi, en fait, mon père, il vient du Burundi. Mais voilà, j'en sais pas plus, quoi. Et là, il me dit, mais il s'appelle comment ton père? Je lui dis le nom de mon père. Et là, il me dit, mais attends, c'est incroyable, je le connais. Mon frère, c'est un très bon ami à ton père. Et on a grandi dans le même quartier de la même ville. Et voyons. Je ne sais pas si tu réalises le truc. Je ne connais pas mon père, je ne l'ai jamais vu, je ne sais rien de lui. Et là, ce gars, de nulle part, il me rencontre dans le métro grâce à quelqu'un qui lit le livre qui est pour moi mon livre de référence spirituel, tu vois. Donc là, je me dis, tu vois. Et là, à partir de ce moment-là, le gars, il me dit, mais écoute, mais oui, tu as des frères et sœurs, d'ailleurs, ton père, il fait ci, il fait ça. Bon, je dis, mais attends, puis je vois que ça fit, c'est bien la même personne. Et puis, ce qu'il fait, le gars, c'est qu'il va appeler son frère qui habite en Italie pour avoir le numéro de téléphone de mon père. Donc, il me donne le numéro de téléphone quelques jours plus tard. Finalement, j'essaie de l'appeler, ça ne marche pas. Peut-être que ce n'est pas le bon numéro, ou en tout cas, whatever, ça ne marche pas. Et donc là, ce gars, Pascal, décide d'appeler sa mère, qui habite au Burundi, de lui dire d'aller voir mon père chez lui. Mais en même temps, c'est super chaud parce que annoncer qu'il a retrouvé le fils perdu, tu sais, comment sa femme va le prendre et tout, les enfants, tu sais, c'est quand même chaud, tu vois. Et en fait, le gars, il dit non, on y va et tout. Il fait ça. Et finalement, bon, c'est là qu'après, j'apprends que mon père, finalement, eh ben, il avait dit tout le monde le savait, et puis qu'il avait même essayé de me retrouver. Tout ça. Mais c'est juste pour dire que ça a commencé toute une autre phase de ma vie avec mon père, mes frères et sœurs, cette famille-là, nouvelle, tout ça. Mais je le dis pour souligner que, tu vois, cette notion d'identité, c'était vraiment hyper fort, tu vois. Ça, c'est un exemple, mais j'en ai plein, si tu veux, d'exemples où je vois que ça revient toujours ça. Et quand je regarde sur mon thème astrologique, par exemple, ben, cette notion d'identité aussi, très, très clairement marquée. Donc, c'est cohérent. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand j'ai commencé mes études d'ostéopathie, j'étais dans cette démarche, mais sans vraiment être conscient. C'est comme si c'est quelque chose qui s'est développé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, je regarde rétrospectivement et je me dis, je suis passé par l'ostéopathie, ça faisait partie de mon cheminement, mais maintenant, je suis beaucoup plus un coach ou un enseignant, un formateur. Et ça me correspond. Mais en même temps, dans mon parcours, c'était hyper cohérent que je fasse de l'ostéopathie. Donc, je dirais, c'est ça, c'est un parcours, mais finalement, plus le temps a avancé, plus je me suis vraiment rendu compte de cet intérêt pour l'identité et aussi pour voir comment, dans mon cas, c'est beaucoup plus ce qui me correspond, c'est beaucoup plus un aspect de réflexion que un aspect de plus manuel ou kinesthésique dans ma perception d'aujourd'hui, en tout cas. Donc, je dirais, voilà, c'est un peu ça mon lien avec cette notion d'identité et donc les modèles. Ça a été un coup de foudre, en fait. Voilà. C'est hyper fascinant. Il y a déjà plein de pépites que tu nous livres là. C'est déjà que la connaissance de soi, elle n'est pas à un moment donné, ça y est, on comprend des choses, puis c'est terminé. C'est une évolution, c'est une progression. Que là-dedans, il y a aussi un rythme individuel à respecter. Exactement. Que quand les synchronicités doivent se faire, elles se font.
Donc, à un moment donné, oui, on les provoque parce qu'on a vu que d'un côté, l'histoire avec ton père t'a cherché, tu l'as un peu cherché aussi, mais tu as fait confiance. Il y a quand même un acte de foi que tu fais, que ça va arriver au bon moment. Ouais, c'est ça. Et c'est magnifique. Hein. Voilà, Et vraiment, je pense que pour moi, cette histoire, euh, je pense que j'ai toujours beaucoup de plaisir à la partager parce que ça m'encourage moi-même de me dire, mais Chrysalin, si c'est prévu, si c'est juste, si tu le nourris dans ton cœur, mais ça ne peut pas ne pas arriver. C'est impossible en fait. La question c'est, ça va arriver de la bonne façon, pas de la façon que moi peut-être je pense que ça devrait arriver pour que moi, parce que le mental, il peut pas prédire la forme. D'ailleurs, c'est quelque chose de super intéressant en astrologie. En astrologie, on voit les énergies qui sont proposées. ouais. Donc, on peut comprendre, on peut imaginer des formes d'expression de ces énergies, mais on ne pourra jamais savoir quelle forme exacte va se manifester parce que c'est toujours relié à la conscience de la personne, à notre liberté de trouver telle ou telle forme. C'est relié à la conscience. Donc, c'est pour ça que on peut parler des énergies. Ça va être une semaine, tu sais, c'est comme la météo. Mais on ne peut pas nécessairement savoir, à cause du fait qu'on ne connaît pas la conscience, comment la forme va se manifester. Donc c'est pour ça que c'est tellement important quand on travaille sur notre intention, quand on veut vraiment attirer des choses dans notre vie qui sont vraiment ce qui nous inspire, ce qui nous appelle, ce qui nous nourrit, de vraiment se concentrer sur justement l'état dans lequel ça va nous mettre, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous appelle, et de vraiment être détendu dans la forme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur la forme, on peut s'imaginer une forme, mais après, c'est super important de pas s'y attacher. C'est comme on utilise la forme pour renforcer notre état, mais après, il faut laisser aller la forme pour que la meilleure forme se présente. Pour nous. Pour nous, voilà. Et en fait, la forme est toujours plus belle que celle qu'on aurait pu imaginer, quoi. Parce que ça nous dépasse, en fait, cette magie-là. Donc, ouais, c'est un bel encouragement là-dessus à ne pas perdre de vue que les choses, elles arrivent, en fait. Elles arrivent. Tout à fait. Voilà. Très beau, très cool. Peux-tu nous expliquer brièvement les types de personnalités que l'on pourrait porter ou avoir dans ce monde? Je sais que tu en travailles, il me semble, avec 3. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ou peut-être plus? Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de modèles de personnalité qui existent. Certains connaissent les 4 tempéraments. On connaît aussi les 7 nombres ou les 7 rayons, les 9 avec l'énéagramme. Bon, l'astrologie, c'est 12. On va trouver beaucoup de systèmes différents. Les 5, on connaît les 5 éléments en médecine chinoise. Bon, il y a différents systèmes. Mais moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, en fait, c'est un concept qui avait été développé par un philosophe bulgare, justement, qui s'appelle Omram Mikhaël Ivanov, qui est un peu une inspiration pour moi, un peu beaucoup, en fait. C'était un petit pléonasme. C'est ma source d'inspiration principale. Et en fait, lui, il a développé une vision de l'être humain sur 3 aspects. L'intellect, le cœur et la volonté. Ça, c'est vraiment pour lui une façon très, très simple d'approcher l'être humain. Et donc, après, il va parler de ces 3 facettes et comment elles peuvent être dans des proportions différentes en nous. Et que ces différentes proportions vont donner on va dire, un équilibre particulier. Donc, je me suis basé là-dessus, sur ces 3 éléments. Moi, je les ai appelés un petit peu différemment pour peut-être le rendre un petit peu plus, pour moi en tout cas, plus clair. Donc, j'ai appelé ça réflexion, qui correspond au côté mental, intellect, le côté perception, qui correspond plutôt au côté cœur, au côté affectif, relationnel, et le côté action, qui correspond plutôt au côté volonté, impulsion. Donc, je parle de ces 3 éléments, mais ce qui est très original dans ce modèle-là, c'est que toutes les différentes typologies, elles ont les mêmes 3 éléments de base. Et ça, c'est un petit peu particulier dans les modèles de personnalité en général. Dans les modèles, chaque type est vraiment unique. Alors que là, on comprend que
en réalité, on a les 3 éléments tous. Donc, on n'est pas seulement une chose, hein, on a les 3, mais c'est la prépondérance. C'est-à-dire, c'est la prépondérance de l'un sur le deuxième, sur le troisième. Et quand on voit cet équilibre qui émerge, quel est l'élément dans lequel on se sent le plus agissant ou qui nous touche le plus, eh bien, ça forme 6 différentes combinaisons possibles, avec un prépondérant, un qui est plus lointain, donc ça fait comme 6 formes possibles. Et c'est un petit peu ça qui est devenu le modèle de personnalité, avec 6 personnages, mais qui sont basés sur les 3 éléments de base. Et ce que ça a d'intéressant, c'est que ça nous donne vraiment une bonne approche pour parler des typologies, en sachant que toutes les typologies, elles ont les mêmes éléments de base. Donc, ça fait qu'on est beaucoup moins rigide dans notre analyse. Et ça, moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie de mettre en avant pour se détendre par rapport à ça. Et parce que souvent, il y a comme une forme de résistance un peu à cet étiquetage-là qui fait qu'on se sent un peu prisonnier de ça. Et bon, ça, je le sentais dans les interactions que j'avais avec les autres. Donc, je me suis dit, c'est génial un modèle comme ça parce que finalement, on peut tous se relier les uns les autres parce que les éléments de base, on les a tous. Et dans certaines circonstances, bien sûr, on doit manifester plutôt l'un, plutôt l'autre. Donc, on est habitué à travailler avec ces 3 aspects. Mais par rapport à ces 3 aspects, il y a vraiment une combinaison dans laquelle il y a une partie de nous qui se sent beaucoup plus détendue, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus confortable. Donc, on a tendance à plutôt choisir celle-là que les autres. Et ça, en fait, tout mon concept, c'est que c'est correct. On a le droit. On a le droit d'être bien. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose de vouloir que être là-dedans, puisque justement, dans la vie, on doit être capable de manifester les différentes facettes. Donc, il faut pouvoir développer un côté complet, bien sûr, c'est le but. C'est ça un peu le point qui est au centre du modèle, hein, au centre des 3, le point d'équilibre le plus parfait. Ça, c'est le but à atteindre. Mais l'idée, c'est de commencer par l'espace dans lequel on est bien. Et progressivement, quand on a bien assis l'espace dans lequel on est bien, eh bien, on peut aller de plus en plus vers les autres facettes en respectant notre rythme. Et ça, je dirais que c'est pour moi un point hyper important dans le travail du modèle. C'est pas du tout de dire qu'on doit rester cantonné à notre modèle préférentiel, mais plutôt de dire ce modèle préférentiel, c'est un peu comme notre famille. C'est un peu notre petit cocon, notre espace. On se retrouve chez soi, on est à l'aise, on est confortable. Quand on a beaucoup de peine, c'est de ça dont on a besoin. C'est super intéressant parce que j'allais justement te poser la question si ces prépondérances de personnalité sont figées, puis tu viens en fait d'y répondre, qu'on a la base et en fait on peut, le but c'est d'être complet, mais on peut toujours retourner à notre base et bon, connaissant ma personnalité, en tout cas mon type de personnalité qui est plutôt action, c'est sûr que oui, ça fait totalement du sens pour moi. Et un point que j'aurais envie d'ajouter par rapport à ça, vu qu'on parle des cycles, c'est que même si dans la trame globale de ta vie, tu as vraiment une typologie préférentielle, dans ton processus évolutif de cheminement, tu vas quand même passer par des phases. Donc, dans ces phases, c'est possible qu'il y ait une facette de toi, une typologie de toi qui soit un petit peu plus valorisée ou prépondérante dans cette période de ta vie. Et je dirais ça même dans des contextes plus spécifiques encore. Par exemple, prenons un exemple concret. Tu es une personne plutôt très, mettons, tu aimes les relations, tu prends soin des gens, tu es sensible au vécu des uns et des autres. Donc là, je décris un petit peu la typologie aidant. C'est la personne qui est très sensible, très à l'écoute, pleine d'amour, qui veut prendre soin, qui sent la souffrance des autres, qui se met toujours en deuxième et l'autre en premier, qui est comme une mère psychologique. C'est-à-dire, elle écoute le cœur des autres. Ça, c'est la typologie aidant. Elle sent la souffrance, elle va vers les gens et elle les écoute et elle les accueille et elle les aime. Et les gens, là-dedans, ils se détendent, ils sont heureux, ils sont bien et ils guérissent. C'est la guérison par l'écoute, par l'accueil.
moi, j'aime moyen ça parce que je me dis, moi, je suis plutôt un gars de concept. Donc, je préfère la guérison par les concepts, tu vois. Mais en même temps, il faut que je respecte aussi le besoin de la personne. Donc, des Mais fois, il c'est faut ça, juste c'est écouter. la Des force fois, des différentes personnalités, c'est ça. ouais, ouais. Des fois, il faut C'est- juste écouter. Donc, mettons la typologie aidant, c'est ça. Elle est dans l'écoute. Et quand elle écoute, elle est une super écoute. Donc, elle guérit par l'écoute. Elle crée l'espace. Elle donne une confiance, un amour. C'est comme si, à travers ses yeux, elle disait, je sais que tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi. Mhm. C'est énorme. Hein. Bon. On en connaît des personnes comme ça, ils nous regardent, ils nous aiment et tout devient possible en fait. Bon. Donc, mettons quelqu'un qui est comme ça. Ça, c'est sa typologie de base. Vraiment, quand on regarde sa vie, elle est vraiment reliée à ça. Mais supposons que cette personne, dans la situation dans laquelle elle est maintenant dans sa vie, eh bien, elle a reçu intérieurement un projet, quelque chose qu'elle se sent appelée à faire. Et vraiment, c'est important. Elle le sent. Elle l'a mis de côté pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a toujours des gens qui lui ont dit « Ah, mais pourquoi tu ne ferais pas ça? Puis tu as tout ce qu'il faut, ce serait génial et tout. » Et puis elle disait « Oh, mais non, mais tu sais, je m'occupe de mes enfants. Oh, mais non, mais je m'occupe de mon mari. Oh, mais non, mais tu sais, je suis en train d'aider un autre projet. » Puis C'est pas bon, le moment. toutes les bonnes… bon, voilà. Et là, c'est comme si elle sent que tout le monde la pousse et là, elle se dit, allez, j'y vais. Donc là, c'est à elle de lancer son truc, son projet. Donc là, dans ce contexte-là, elle devient meneur. C'est la typologie opposée à l'aidant. Donc il faut que ça soit elle qui porte le projet, qui y aille, qui inspire les autres et tout. Mais comme sa typologie préférentielle, c'est aidant, elle est moins à l'aise là-dedans. Donc, pour elle, par rapport à la situation qu'elle vit présentement, elle va avoir besoin de quelqu'un qui est plutôt meneur pour l'encourager à, si tu veux, à l'accompagner dans ce mouvement, mais elle pourrait aussi avoir besoin de quelqu'un aidant pour prendre soin d'elle, pour lui dire, mais oui, c'est pas facile, mais tu vas voir, tu vas y arriver, tu as toutes les ressources, hein, pour prendre soin d'elle, mais aussi elle va avoir besoin de quelqu'un qui l'encourage dans cette énergie nouvelle qui n'est pas celle qui est la plus naturelle chez elle, mais qui correspond à ce qu'elle est en train de vivre maintenant. Donc, je le dis dans le sens que pour elle, dans cette période de sa vie, quelqu'un qui va être dans cette énergie meneur, ça va vraiment l'aider pour réaliser ce qu'elle a à réaliser. Et donc, Ce que tu veux dire pour bien saisir, c'est que selon le projet, si à un moment donné on a un projet qui nous est insufflé de l'intérieur, hein, c'est un projet ouais, qui émerge, que j'appelle aligné, c'est les ouais, fameux projets alignés. voilà, Quand voilà. ça émerge, là on est amené à reconsidérer, en tout cas à changer un peu notre façon d'agir, dans notre façon aussi d'être, Ouais, parce qu'on est obligé de tester en fait les autres types de personnalités, même c'est si ce n'est ça. pas notre prédominant. Voilà, ça veut dire que pour elle, cette personne-là, la personne qui va être la plus bienfaisante pour elle, ça va être quelqu'un qui va l'aider à manifester cette énergie-là. Même si normalement, son espace familial cocon, elle va retourner plutôt à l'aidant. Mais là, dans ce moment-là, par rapport à ce projet, c'est pas ça qui va être le mieux pour elle. C'est quelqu'un qui va plutôt lui donner l'élan et les conseils pour accomplir ça. Mhm. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir, on a ces 6 personnalités en nous. Il y en a une qui est vraiment celle qu'on veut toujours retourner, qui nous nourrit, qui nous conforte le plus. Mais dépendamment de ce qu'on est en train de vivre, on peut aussi avoir besoin de d'autres pour nous aider. Mhm. Voilà, donc c'est ça un peu ce que je voulais souligner par rapport aux différents types qui sont en nous. On parle juste pour bien suivre, moi je sais à quel plateau tu fais référence, puisque je me Ouais, souviens qu'on avait fait ce fameux jeu des personnalités où il y a les 6 voilà. archétypes, Ouais, si on peut dire ça comme ça. ouais. Je le remettrai probablement, je mettrai une image pour que les gens le comprennent. Voilà Au un tout peu. début, on parlait de 3 types de Voilà, personnalités. Là, on voilà. arrive à 6. Peux-tu nous faire le lien Bien sûr, bien entre sûr. les deux? Je voulais parler de ça parce que c'était pour qu'on comprenne un peu dans quoi ça s'inscrit, le modèle, tout ça. Mais c'est vrai que moi, je commence jamais par parler des 6 typologies. Là, j'en ai parlé pour donner un exemple par rapport à l'aidant, le meneur, pour qu'on comprenne d'une manière peut-être plus fine. Mais
En général, je ne propose pas d'entrer tout de suite dans les 6 types. Je commence plutôt à parler qu'on a ces 3 aspects en nous, le côté réflexion, le côté perception, cœur, relation, et le côté action. Et donc, je vais vraiment plutôt aider les personnes à sentir bien ces 3 aspects-là en eux-mêmes et voir quel est celui qui les touche le plus, les inspire le plus, leur donne le plus le goût, ou celui qui vraiment est moins naturel chez eux, dans le sens qui les met en stress, qui leur demande des grands efforts. Et là, en identifiant ces 3 aspects, eh ben, tout naturellement, les 6 typologies émergent toutes seules. Mais donc, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de se concentrer sur les 3 quand on le pense pour soi-même. Donc, quand on se questionne, moi, je trouve 3, c'est vraiment simple. Oui. C'est facile. Parce que quand tu vas sur des modèles à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ça devient tout de suite très compliqué. Donc, finalement, c'est beaucoup plus dur de commencer à pouvoir approcher ça d'une manière simple et sur lequel on a un peu de contrôle. Alors que là, 3, vraiment, rapidement, on s'en rend compte. Tu sais, les gens qui sont très actifs, très dynamiques, qui ont besoin de faire plein de choses, qui ont toutes sortes d'inspiration, d'idées, d'intuition, qui ont vraiment une rapidité dans leur capacité de réalisation et qui sont beaucoup dans la joie, dans l'appréciation de l'instant, dans le pétillement de la vie. Bon, ben, ça, c'est des types action. Action, c'est numéro 1. Et puis eux, ils aiment le travail d'équipe, ils sont dynamiques. Des fois, ils nous perturbent un peu parce qu'ils sont un peu rough. Des fois, sans se rendre compte, ils donnent des coups. Ouais, parce qu'ils sont tellement dans leur élan que, sans se rendre compte, eux, ils n'ont pas l'impression, mais pour les autres, des fois, ça fait qu'ils ont l'impression que les autres sentent des fois qu'ils s'imposent trop. Et c'est pas qu'ils le font exprès, c'est juste qu'ils se sentent tellement dans un élan qu'ils veulent partager, et comme ils le vivent beaucoup dans le physique, dans leur corporalité, ben c'est très impressionnant pour les autres. Pour les autres types de personnalités, bien sûr. Voilà, les autres types de personnalités, pour eux, ils font genre wow, parce que c'est une grande force de rayonnement, d'énergie qui sort d'eux. Donc c'est assez impressionnant quand même. Les gens action, on les remarque, ils prennent de la place, parce que c'est très fort leur énergie. Alors qu'une personne qui est plutôt perception, elle est une personne, voilà, qui est le deuxième, c'est une personne qui est vraiment dans la connexion. Elle ressent les choses, elle les perçoit, elle est plus intériorisée aussi. Bon, elle peut être très expressive, mais dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle vit le plus, c'est des états intérieurs. Donc, elle va sentir la souffrance des autres ou elle va vivre intensément des souffrances ou des états intérieurs. On va dire, c'est les gens qui ont un côté un peu mystique ou les artistes ou les gens qui sont dans une grande intensité intérieure, ou les gens qui sont très sensibles à la souffrance des autres et qui veulent y répondre. Parce qu'ils sentent cette souffrance, elle les rejoint. Donc, ce sont des gens très sensibles. Très empathiques aussi. Très empathiques, ouais. Donc eux, ils ont tendance à être... en fait, tous les types, ils sont extraordinaires. Mais les personnes perception, elles ont besoin de la relation pour exister. Oui, c'est bien dit. Si tu les mets sans relation, c'est comme si elles ont du mal à avoir un sentiment d'identité. C'est dans la relation qu'elles existent. Elles se sentent heureuses d'être en relation avec les autres. Mais c'est des relations que je dirais plutôt exclusives. C'est-à-dire, ce n'est pas les grands groupes. Non, c'est plutôt avec toi. Et puis après, avec toi. C'est comme, elles peuvent avoir plusieurs relations, mais elles aiment le côté intime et fort de la relation. C'est des relations fortes. Donc, c'est des êtres, on va dire des êtres d'amour aussi. C'est des êtres qui sont très d'amour dans le sens qui aiment les liens avec les autres et qui les apprécient d'une manière particulière. Donc, je fais une parenthèse, mais c'est ce type de personnalité qui peut être un peu challengé aussi en ce moment avec les notions de confinement. C'est peut-être celle qui a le plus de difficultés.
C'est intéressant comme point parce que euh, je dirais c'est pas le confinement, ou alors c'est la distanciation sociale Oui. dans ce sens-là. La situation actuelle, ouais, c'est ça. Le fait qu'il n'y a pas cette relation possible, toucher les yeux, parler, être ensemble. Ah ouais, ça pour eux c'est dur, hein, c'est dur. Ça, c'est dur, ouais. Alors que pour les personnes action, c'est le confinement, le fait qu'ils ne peuvent pas bouger. Ils sont coincés chez eux. Alors là, ça, c'est ça qui les énerve. Ils disent, oh, mais moi, j'avais prévu de faire ci, j'avais prévu de faire ça, on avait prévu de faire ça, et puis il y avait ça, et puis là, je suis coincé, je peux rien faire. Alors ça, voilà. Ça, une personne action, il dit, tous mes plans que j'avais prévus, je peux pas les faire, c'est quoi, j'en ai Les marre. Voilà. voyages, les déplacements. Alors là, la personne action, elle aime pas ça. Alors que la personne réflexion, elle va dire, Ça, c'est le troisième type. voilà, Réflexion. le troisième type, elle va dire, mais c'est quoi ce confinement? Mais ça n'a pas de sens, c'est basé sur quoi? Mais on nous manipule ou quoi? Mais c'est pas vrai, La pourquoi? réflexion. Voilà. Et là, la personne, elle va voir tous les problèmes, les conflits, les complots, les manipulations, les intérêts, et puis elle va dire, quoi? Mais on nous enlève notre liberté, mais sur quoi? C'est basé sur quelle loi? Alors, ça va à l'encontre de toutes les règles, les valeurs, les machins. Alors voilà, ça c'est notre équipe réflexion. Ils vont être sensibles au concept. Comment ça se fait qu'on nous prive de notre liberté pour des raisons qui leur sembleraient peut-être pas justes? Ça va venir les chercher. Mais qu'ils restent tout le temps en fait chez eux, c'est pas tellement ça qui les dérange. C'est que ça n'a pas de sens. Alors ça vient les chercher là. Ouh là là là, là, très fort. Donc la réflexion, c'est vraiment, c'est un peu le hamster qui tourne beaucoup, hein. Peut-être Donc aussi. les gens qui sont réflexion, Un concept. c'est des gens en fait qui ont un amour de la compréhension. Ils aiment comprendre. Quand ils comprennent, eh ben, c'est comme si tout devient beau. Ils voient la beauté du sens des choses. C'est comme, ils voient la mécanique, par exemple. Ils voient une mécanique, ils voient, mais ce truc-là influence ça, qui influence ça, mais qui influence ça, mais comme ça. Et là, ils se disent, mais c'est énorme. Par exemple, le cycle de l'eau. De se rendre compte que l'eau, elle vient des nuages qui ont été créés, mais en réalité, après, elle descend à travers les montagnes, les rivières, et puis après, ça remonte, ou ça, par le phénomène avec l'eau, comment on dit là? Tu sais, quand ça D'absorption, quand ça remonte, d'évaporation. d'évaporation, et puis hop, et puis et puis, ou alors ça passe par les racines et tout. Et là, on se dit, mais c'est énorme, c'est incroyable. Voilà. Ça, les gens réflexion, ils sont émerveillés du sens de la vie. Ah ouais, ça, ils adorent ça. Alors, soit ils peuvent l'être plus dans le sens philosophique, donc c'est la compréhension du sens de la vie, donc ça va donner des philosophes, tu vois, des gens qui comprennent le sens de la vie, voilà, ça peut être ça, ou ça peut être des personnes qui sont vraiment émerveillées de la beauté de la nature. Donc c'est beaucoup plus, on pourrait dire, la compréhension de la vie, mais beaucoup plus tangible, concrète dans ce qui se voit, dans les sens. C'est comme le scientifique qui observe cette intelligence de la nature. Juste par exemple, quand on s'imagine que les milliards de cellules sont toutes soignées, nourries, accompagnées, réparées, remplacées à chaque instant dans notre corps. Là, on se dit, mais c'est quoi cette intelligence du corps? Mais c'est fou. Voilà. Et ben, ça c'est l'émerveillement. Les personnes réflexion, ils adorent ça, quoi. Ils adorent ça. Moi, je suis tout contente en tout cas que tu aies bien précisé. Je trouve que c'est déjà, on parlait d'identité, mais ça ramène beaucoup à la connaissance de soi, qui selon moi est vraiment la base. On ne peut pas faire de transformation, de changement sans avoir conscience de ce qui se passe et l'avoir simplifié en fait en 3. Donc action, réflexion, perception. Comme tu les as si bien décrits, je trouve que c'est déjà une excellente base. Et peut-être, je pourrais ajouter par rapport à ça, tu vois, on a les 3. Donc, dans la manière dont on a présenté les choses, on a des expériences dans ces 3 aspects.
On a été émerveillé par des choses qu'on a compris. On a été touché par le lien d'amour qu'on a ressenti avec un tel ou un tel. Et puis, on a été inspiré à s'engager dans des projets qui nous inspirent, tout ça. On a les trois. Mais de ces trois-là, il y en a un des trois qui est beaucoup plus naturellement confortable ou qui nous inspire, où on se sent en confiance, on se sent à l'aise, etc. Celui-là, eh bien, il répond à comme une sorte de besoin primaire. Et quand on arrive à l'identifier, eh bien, on devient capable de mettre du temps, des efforts, où on organise les choses pour respecter ce besoin. Toi, moi, je me suis rendu compte que je ne le respectais pas. C'est qu'à la longue, en travaillant sur le modèle, que j'ai découvert le mien. Parce que moi, je me disais, oh, je suis ici, je suis peut-être ça. Pendant des années, je cherchais. C'était quoi le mien? Parce que vraiment, je ne le voyais pas. Peut-être que tu ne voulais pas le voir. Mais, en tout cas, je voulais le voir, mais je voulais être sûr, tu vois. Oui. Et quand j'ai découvert le modèle qui était le mien, je me suis dit, mais alors, il faut que j'en prenne soin de cette facette de moi. Parce que quand je suis là-dedans, eh ben, je suis très performant. Oui. Il y a comme une aisance, une fluidité, une performance, des inspirations. Tu sais, quand on dit être sur son X, eh ben, quand on est dans cet espace préférentiel, c'est hyper fluide. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant de travailler là-dessus. Se connaître, c'est-à-dire déjà connaître là où on est vraiment bien. C'était une base. Tu sais. Et c'est fait que moi, en me rendant compte de ça, je me suis rendu compte que même si j'ai des capacités d'être dans l'action, j'en ai, je suis capable de faire des choses dans l'action. Ah oui, mais ce n'est pas là où j'excelle. C'est dans la réflexion. Là, je suis vraiment bien meilleur. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de faire des choses dans l'action. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Parce que j'étais capable de faire plein de choses quand même. Moi, je trouve que ce que tu es en train de dire, c'est hyper précieux pour les entrepreneurs. Je fais vraiment une pause et j'en remets une couche, j'insiste. Pour les entrepreneurs, pour les créateurs, pour les artistes. Ok, c'est déjà des catégories, mais grosso modo, ces personnes-là, c'est tous des esprits entrepreneurs qui ont envie de mettre à jour un projet, d'accoucher d'un projet, de rayonner leur message. Et le fait de comprendre déjà à la base c'est quoi le type de personnalité, mais c'est précieux, ça fait un gain de temps énorme, un gain d'énergie énorme. Et comme tu l'as dit, c'était plus facile pour toi, toute ta production, mais tu as dit t'excelles en fait. Quand tu comprends comment ça fonctionne, d'un coup, tu vas mettre plus d'énergie, plus de focus sur cette entité, cette énergie-là. Donc, du coup, bah oui, t'excelles. Et tu deviens naturellement plus dans l'action, même si à la base, toi, Christian, c'est ça, mais oui, c'est ça. Maintenant, je fais beaucoup plus de choses qu'avant, mais ça s'appuie sur mon point d'ancrage, mon point dans lequel je suis, mon point fort, voilà. Et, alors que je ne le voyais pas avant. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, Christian. En plus, sur mon thème astrologique, mais c'était évident. Mais je ne le voyais pas. Je n'étais pas rendu là à voir ça. Parce que c'est une énorme prise de conscience. Quand tu le vois et que tu vois que c'est complètement cohérent, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu te dis, mais c'est ça, j'ai besoin de ça, je le respecte, j'organise ma vie en conséquence. Quoi. Tu prends soin de toi. Quoi. Tout à fait. Pour aller un pas plus loin encore dans la connaissance de soi, dans l'identité, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le thème. Aujourd'hui, il y a tellement d'entrepreneurs qui viennent me voir et qui sont perdus, désalignés, mais à la base, je pense que c'est justement qu'il n'y a pas eu de temps ou d'énergie mise sur la connaissance et la conscience de soi. Un pas plus loin, ça serait de parler de la notion de saisonnalité énergétique. Donc, c'est sûr, hein, je crois que cette saisonnalité-là, dans notre vie, on a plusieurs saisons. On voit bien les saisons au niveau de la vie d'un être humain. Il y a naissance, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais comment on pourrait l'adapter pour être encore plus sur notre X, encore plus dans cette performance, je ne sais pas si c'est le mot, mais cette aisance, en tout cas, de réalisation? Alors, je dirais... c'est vrai que déjà, identifier vraiment l'espace dans lequel on se sent vraiment bien et s'autoriser à être dans cet espace. Parce que moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup cet aspect en moi de résistance, comme si ça devait être dur, comme si réussir, réaliser, c'est
dur, ça doit être dur. Ça doit être dur. Vraiment, ça, C'est des mémoires aussi. Ah ouais, c'est des mémoires qui sont en nous depuis vraiment longtemps. Et je dirais ça, pour moi, ça serait déjà de se dire, tranquillement, de se détendre, à se dire, et si c'était agréable, si j'étais à l'aise, si c'était fluide, si c'était pas vraiment comme un travail, mais mon travail, justement. Si j'avais pas l'impression que c'était un travail, mais en fait, c'est parce que c'est ma place, je suis à ma place, je suis bien. Et si c'était ça, justement, le travail, donner ce qu'on a naturellement à donner. Donc, j'avais envie de le mentionner parce que je dirais ça, c'est un gros truc. Mais après qu'on a placé ça, et bien après, on peut se dire, bon, la saisonnalité, ça veut dire les cycles. Et il y a des grands cycles, donc il y a le cycle de l'année. Tu as parlé des grands cycles de la vie, mais si on rentre dans la saisonnalité, l'énergie plus saison, on a le grand cycle de l'année. Donc on sait le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc ça, on connaît ce cycle-là. Mais moi, j'aurais envie de dire, vu qu'on parle de ça, n'oublions pas le cycle du mois. Et les femmes, elles sont particulièrement en résonance avec ce cycle menstruel. Et je dirais, pour les femmes, c'est beaucoup plus important de commencer à travailler sur leur cycle menstruel pour leurs énergies, parce que là, elles peuvent gagner énormément d'énergie. Le gain énergétique par rapport à toutes les autres saisonnalités, pour les femmes, c'est vraiment le jackpot. Parce que reconnaître ça. Voilà, la quantité d'énergie qui est perdue par les femmes dans leur résistance subconsciente à l'acceptation du cycle hormonal qui est le leur, et toute la bataille que ça les amène à vivre avec leur environnement, là, c'est jackpot. Hein. Si les femmes acceptent d'embrasser leur cycle et de se rendre compte que dans leur cycle, il y a des puissances extraordinaires, que ce n'est pas seulement un poids insupportable qu'elles doivent essayer de minimiser au maximum et d'essayer de s'en échapper le plus possible parce que finalement, c'est une entrave à leur capacité, à leur performance, mais plutôt de se dire, et si dans ce cycle, il y avait un cadeau que les hommes, eux, n'ont pas? Et si nous, parce qu'on a ce cycle-là, on est capable de faire des choses qu'eux ne peuvent pas faire? Oh, là, ça devient intéressant. Je fais une mini parenthèse qui ne va pas forcément plaire, mais c'est là où on entre aussi dans la limite de la volonté de vouloir être égaux. Parce que, tu sais, en termes de productivité, en termes de production, puisque finalement, on ne fonctionne pas pareil à la base de base. Ah non, mais tellement, tellement. Et ça, cette réalité hormonale, elle est vraiment très, très forte. Hein. Ça conditionne tout notre système perceptuel, toutes nos inspirations, parce qu'on le sait, hein, le cerveau droit, le cerveau gauche, ben, il va fonctionner en fonction de notre cocktail émotionnel, notre cocktail hormonal interne. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que les femmes, elles sont beaucoup plus cerveau droit, parce qu'elles ont cette capacité d'imagination, de perception, tout ça. Bon, eh ben, si elles utilisent leur cycle hormonal en rapport avec ça, mais elles vont augmenter leur capacité créative comme jamais, quoi. Donc, en fait, on va se rendre compte qu'effectivement, les hommes et les femmes sont différents et que, eh ben, en fait, ils ont des excellences différentes et donc complémentaires. Mais c'est important que la femme, elle utilise sa force, quoi. Pas seulement vivre son cycle hormonal comme une entrave à sa performance masculine. Parce qu'effectivement, l'homme, lui, il a un cycle qui n'est pas du tout hormonal comme ça. Il a un cycle hormonal, mais qui fonctionne sur la journée et sur l'année, pas sur le mois, disons comme ça. Donc, c'est ça, cette différence, pour les femmes, elle peut vraiment leur donner une grande optimisation. Et je dirais la formule clé, c'est au lieu de seulement voir le côté limitant, problématique et désagréable, parce que ça, c'est comme tellement la manière dont on nous présente la chose, de se dire, et si, à travers ce cycle, on pouvait accéder à des ressources spéciales que nous, les femmes, nous avons. Mais moi, j'aime beaucoup cette vision des choses, parce que là, elles vont se rendre compte que, ben oui, elles peuvent faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire, de la même manière ou avec la même puissance. Et faut-il encore déraciner cette croyance, tu en as un petit peu parlé avant,
d'enlever cette croyance que tout doit être difficile, tout doit être compliqué peut-être. Si on a, si, tu vois cette notion de, si on veut embrasser ce fameux cycle, donc le connaître pour s'en servir au mieux possible, c'est sûr que si on a la croyance que ça doit être difficile, ça va être difficile en fait, tout simplement. Ouais, non, vraiment. Et je ne sais pas pourquoi on est entré dans ce sujet, parce que c'est un sujet vraiment chaud. Mais en même temps, soyons enthousiastes. Mais Non, mais c'est fascinant. On parle vraiment, on fait un survol de toute la notion de l'identité et de la personnalité. ouais, Et c'est bien de le souligner que même, il y en aura qui vont regarder cette vidéo et qui ne seront pas d'accord. Parfait, mais avec toutes les expériences que tu as pu faire et que moi j'ai pu faire aussi, j'en arrive à la même conclusion qu'il y a des notions énergétiquement, on ne pourra pas être égaux puisqu'on ne fonctionne ouais. pas pareil. Et la femme, en effet, surtout en ce moment, on voit beaucoup de femmes entrepreneurs. Il y a tout un mouvement de Voilà. femmes entrepreneurs. Avoir conscience de ce cycle-là, qu'on peut s'appuyer dessus comme quelque chose de bénéfique, c'est très précieux. Donc, en tout Ah ouais, cas, vraiment. merci de le Ah non, resouligner. tu l'as très bien résumé. Il y a quelque chose de très, très précieux, mais le problème, si je peux quand même dire un mot là-dessus, parce que là, c'est un peu un concept. Concrètement, ça veut dire quoi? Euh, donc, ce serait bien que je dise un mot quand même plus concret. Je t'en prie. Le cycle hormonal, c'est le cycle émotionnel. Hein, c'est un cycle qui va générer un effet émotionnel puissant dans la femme. Donc, c'est pour ça que c'est à double tranchant, c'est parce que la réalité émotionnelle, c'est pas facile à gérer. D'ailleurs, je me rappelle d'une expérience qu'ils avaient faite avec un groupe d'hommes qui devait passer par la création artificielle d'un cycle hormonal par rapport à une maladie qu'ils avaient. Et ils faisaient des témoignages, les hommes, après avoir vécu l'expérience sur plusieurs mois. Et ils disaient wow, le cycle hormonal, c'est vraiment costaud en fait. Ça donne vraiment pas le goût de rester sur un cycle comme ça. C'est comme s'ils partageaient à quel point c'est vraiment très différent de ce que nous, on a l'habitude de vivre et qu'on n'a aucune idée de la difficulté que représentent ces alternances émotionnelles et comment il faut être capable de toujours temporiser, toujours temporiser, toujours temporiser. Les hommes ne se rendent pas compte de ça. C'est un truc qui, forcément, on n'est pas né comme ça, donc on ne connaît pas. On ne connaît pas l'expérience. Et c'est correct aussi? Ben oui, ça donne d'autres choses. Mais moi, j'avais adoré en fait ce partage de ces hommes qui l'exprimaient de leur intérieur. Et bien entendu, ce cycle hormonal qui génère cette vague émotionnelle en alternance, elle oblige les femmes à développer une maîtrise émotionnelle. Presque obligatoire. Elles n'ont comme pas le choix. Elles sont obligées de travailler sur cette dimension émotionnelle. Le truc, c'est que à cause de peut-être du vécu de la civilisation, de la culture, tout ça, comme elles ne l'embrassent pas autant, c'est comme si on les empêche d'utiliser ça comme une force, mais ça nécessite un travail émotionnel. Et c'est pour ça que c'est un peu injuste en fait. Il y a un côté un peu injuste, voilà le fond. Disons le fond de la chose, c'est pas juste. Non mais c'est vrai. Je trouve que c'est pas juste, Cristallin, dis-nous. non mais c'est pas juste dans le sens que comment ça se fait que vous, sans même qu'on vous ait demandé votre avis, vous soyez obligé de faire un travail de maîtrise émotionnelle depuis toute petite. C'est genre pas le choix, tu le veux pas, au boulot, tu vas devoir apprendre à te maîtriser émotionnellement. Bon. Peut-être que dans l'incarnation, après, on est venu faire cette expérience-là aussi. Whatever. Non, mais il y a toujours un sens supérieur de l'âme, tout ça. Mais au niveau du vécu humain, c'est vrai que sur le papier, c'est pas juste. C'est vrai. Et ça, moi, en fait, je sens que c'est bien qu'on le dise parce que autrement, les femmes, elles se disent, elles le sentent dans le fond que c'est pas juste, mais elles peuvent pas le dire parce que c'est comme si c'est les hommes qui doivent le dire. Si c'est les hommes qui le disent, bon, on va le dire, ah bah oui, je te l'avais dit que c'était comme ça. C'est cette notion d'égalité, en fait, dont je faisais référence tout à l'heure, en fait. C'est là ce que toi t'appelles c'est pas juste. C'est sûr qu'on peut pas être égaux là-dessus puisqu'on fonctionne pas pareil. Non, alors ça, il y a cette notion d'inégalité par rapport à la... Voilà. Mais ce qui est pas juste, c'est que ce travail émotionnel, c'est quand même costaud. Oui. Et c'est pas juste que les femmes, elles aient à le faire beaucoup plus que les hommes.
Parce que c'est vraiment un gros morceau de l'expérience de vie, le travail émotionnel. Donc, c'est comme si les femmes, à cause de ça, elles sont plus spirituelles. C'est pour ça aussi. Elles sont plus Naturellement. parce qu'elles sont entraînées à travailler sur leur dimension émotionnelle. C'est Donc, un entraînement, oui. elles sont comme plus naturellement capables de comprendre l'amour, de comprendre le sacrifice, de comprendre le dépassement de soi, de comprendre. Bon. C'est pour ça qu'elles sont meilleures de base, tu vois, à cause de ça, parce qu'elles ont un entraînement émotionnel qui les rend plus aimantes, plus compréhensives, plus compatissantes, parce qu'elles se sont observées elles-mêmes à un certain degré, tu vois. Et donc, ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien pour les femmes d'en entendre, tu vois, de se dire, ah, dans le fond, nous, on nous met une charge, dès le départ, c'est plus exigeant. Bon, mais le point qui est extraordinaire, c'est que si elles apprennent à embrasser cette spécificité, elles peuvent devenir des alchimistes extraordinaires. Elles peuvent être capables de transmuter cette énergie émotionnelle pour l'utiliser dans leur projet. C'est pour ça que les artistes, ce sont des êtres extrêmement intenses au niveau émotionnel. Mais c'est pour ça qu'ils sont capables de faire des choses que personne ne peut faire. Parce qu'ils ont cette grande intensité émotionnelle qu'ils arrivent à canaliser dans leur créativité. Et là, ça devient ça fait des choses que personne n'aurait été capable de faire autrement. Et ben, voilà le potentiel de cette énergie émotionnelle, mais tout le défi, c'est de la canaliser. Et c'est pour ça que c'est important de parler justement de… Quand on parle de la saisonnalité, le cœur de la saisonnalité, c'est de ne pas aller à l'encontre du temps. Quand c'est l'hiver, c'est pas le temps de se battre pour pouvoir quand même avoir des bons fruits bien mûrs, non, et de planter, d'avoir des salades et tout. Le grand principe de la saisonnalité, c'est l'acceptation. C'est travailler en harmonie avec la nature. Ce n'est pas lutter. Parce que nous, dans notre petit cerveau, on a décidé qu'on allait planter ou qu'on allait récolter ou qu'on allait… Non, c'est-à-dire, quel est le temps et qu'est-ce que ce temps me permet de faire? Si c'est l'hiver, c'est peut-être le temps de planifier la saison à venir, d'aller dans le monde des rêves, d'imaginer les choses magnifiques que je vais pouvoir réaliser, de rentrer dans cet espace d'inspiration intérieure. Bon. Parle-nous justement de cette saisonnalité à l'année. Juste pour faire une parenthèse, moi j'ai observé vraiment ce cycle, particulièrement cette année 2020. Je ne sais pas, mais ça a donné comme ça chez moi. C'était flagrant, mais net, net, net. J'ai constaté qu'au printemps et à l'automne pour moi, sachant que moi je suis née à l'automne, donc peut-être ça a une influence, c'était des périodes où j'étais vraiment en expansion, en production, en réalisation et visibilité. Oui. Donc beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. Et au contraire, les saisons été et hiver, j'avais besoin d'une introspection importante, peut-être d'un temps d'apprentissage, d'intégration à un niveau plus profond. Donc moi, j'ai vraiment constaté que chez moi, c'était par saison. Alors ensuite, j'ai remarqué aussi que c'était au niveau d'intensité. Toutes les saisons hyper intenses pour mon système, donc l'été et l'hiver, dans les extrêmes, j'étais là où j'avais besoin de beaucoup plus d'introspection. Alors que printemps et automne sont des saisons plus douces, on va dire, pour moi, et qui me permettent de rayonner et de produire des choses dans le visible. Comment tu vois les saisonnalités? Est-ce que c'est différent pour chaque personne? Est-ce que tout le monde vit ces saisons? Voilà. Alors, j'avais envie déjà de parler du cycle hormonal pour comprendre que ça soit vraiment proche de nous, très, très cohérent, très proche. Parce que ce que toi, tu as été capable de percevoir, c'est quand même subtil. Je trouve que c'est trop rapide d'aller tout de suite là. Okay. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord de ce cycle. Ça, on le comprend bien. Après, la saison. Donc la saison aussi, on le comprend. On ne lutte pas contre le temps, on ne lutte pas contre l'hiver, contre le printemps. On s'adapte à ça, on accepte, on accueille, on embrasse la saison et on utilise la saison pour grandir, s'enrichir, se développer. Ça, c'est le grand principe de la saisonnalité. Que ce soit une saisonnalité journalière, mensuelle ou annuelle, ou même dans la vie, embrasser la saisonnalité, embrasser le cycle, c'est voir quel est là où on en est rendu et profiter des choses que ça nous apporte et accepter que ce qu'on voudrait peut-être là, on l'aura un peu plus tard. Donc ça, c'est le grand principe. Maintenant, quand on va penser
à l'adaptation entre la réalité collective et la réalité personnelle. On le voit bien dans le cycle hormonal. Il y a une réalité hormonale personnelle pour les femmes, mais il y a aussi une réalité collective avec la Lune qui vient mettre une forme de résonance, j'ai envie de dire, particulière. D'ailleurs, peut-être tu as déjà entendu parler de ça, quand des femmes vivent ensemble en permanence, il y a un phénomène d'harmonisation de leur cycle menstruel. Eh bien, ça montre que la réalité personnelle et la réalité collective, il y a un lien. Mais ce lien, il est pas nécessairement direct. C'est pour ça qu'il y a des cycles hormonaux qui ne sont pas nécessairement en résonance avec la Lune. Donc, ça, j'avais vraiment envie qu'on sente bien ça. Donc, c'est la même chose au niveau de la saisonnalité sur l'année. Les 4 saisons vont générer une vibration générale de saisonnalité qui vont nous influencer. L'été, ça nous pousse d'une certaine manière, l'automne d'une autre, l'hiver d'une autre, parce que c'est la nature qui résonne avec ça. On ne peut pas ne pas être influencé par cet effet naturel de luminosité, d'obscurité, de froid, de chaud. Tout ça, ça joue sur nos corps, c'est réel. Ouais. Mais en parallèle de cette réalité-là, qui nous influence tous, comme la Lune nous influence tous, on a notre propre biorhythme. Et donc, on va avoir aussi, nous-mêmes, dans notre propre structure énergétique propre, une saisonnalité qui est plus subtile que la saisonnalité générale, mais qui est tout à fait réelle aussi. Donc, toi, tu l'as identifié déjà à un certain degré, c'est super. En astrologie, on en parle en disant que à partir de la date anniversaire, on entre dans notre cycle annuel. Donc, en fait, la saisonnalité énergétique, elle est reliée au démarrage de notre anniversaire. C'est là que le cycle annuel personnel commence. Et donc, on va passer par des phases qui vont être, si tu veux, les 4 saisons. Mais c'est les saisons reliées à notre structure personnelle énergétique, alors que en même temps, on est influencé par le cycle collectif général. Donc, c'est pour ça, finalement, il y a beaucoup de cycles qui se mélangent. Et c'est pour ça que ça devient complexe. Et c'est pour ça que c'est bien de commencer par des choses très simples, sur lesquelles on a un beau contrôle et qu'on peut bien explorer, bien analyser, voilà, avec des grands principes généraux. Et puis, tranquillement, on va pouvoir commencer à affiner notre perception des cycles. J'ai envie de dire, tu vois, ça, là, ce travail qu'on est en train de parler, réussir à comprendre ton cycle hormonal, travailler sur les différentes émotions que ces 4 phases du cycle hormonal portent, comprendre les 4 saisons déjà de manière générale dans la nature et par rapport à nos 4 saisons personnelles. Ça, si tu veux, c'est la base de l'enseignement de l'astrologie. Si on a bien expérimenté ça et qu'on le ressent, l'astrologie, ça va être très simple. Parce qu'on aura notre référentiel interne. Ouais. Ça ne sera pas seulement intellectuel, on le ressentira, on le saura. Donc, ça sera très facile à communiquer aux personnes. Voilà. C'est juste pour dire que c'est bien de commencer petit à petit par des choses qui nous parlent, nous, et d'y aller vraiment avec l'idée de ce principe général de embrasser le temps. Si je suis dans ma phase de menstruation, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là que cette situation émotionnelle me permet peut-être de laisser aller certaines choses? Peut-être qu'il y a des choses dans ma vie, peut-être que je dois apprendre à les laisser aller. Peut-être que c'est mon moment de lâcher prise. Peut-être que c'est le moment où je peux peut-être passer à une autre étape dans ma vie, en ce moment-là. Alors que quand je suis dans ma phase d'ovulation, en haut, ben là, peut-être que c'est là que je peux recevoir des inspirations, ou je peux recevoir des élans, ou peut-être je peux recevoir des cadeaux, des révélations que je ne pourrais pas peut-être avoir dans d'autres moments de mon cycle. Et peut-être que là, je peux les accueillir encore plus. Bon, c'est un petit exemple, mais c'est juste pour comprendre que si on commence à embrasser ces moments, eh bien, petit à petit, on va devenir plus attentif à la valeur que ces moments nous offrent et on va être moins en lutte, moins en résistance et on va pouvoir
être plus en harmonie, en fait, avec ce qui est. Avec ce qui est. Oui, tout à fait. J'allais te demander, quelle est selon toi l'étape justement indispensable ou la première étape, parce que c'était super intéressant. On a vraiment vu qu'il y avait vraiment un cheminement logique pour la connaissance de soi, toujours un rapport avec notre identité, et que c'est important de commencer vraiment avec des concepts le plus simples possible. On Voilà, a parlé voilà. des 3 personnalités. Ouais. Ensuite, on est entré dans les saisonnalités, mais là, on a vu d'un coup, ça devenait tellement complexe. C'était des couches, en fait. C'était des étapes, étape par étape. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et donc, Quelle tu est, vois, selon toi, l'étape de base, en fait, pour commencer? J'aurais envie de dire l'observation de soi, mais voilà, peut-être que c'est pas celui-ci. Qu'est-ce que tu dirais? c'est exactement ça. Moi, je dirais, pour moi, la méthode la plus simple, donc premier principe, embrasser l'état du moment. Ça, c'est le grand principe. C'est toujours la même chose. Ça, c'est le principe principal. Et la deuxième chose, c'est travailler avec le 4, les 4 saisons. Donc, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et de penser ces 4 saisons aussi bien sur l'année que sur le mois, avec les cycles de Ça, la c'est femme. pour une femme. Est-ce que pour un homme, est-ce qu'il Pour peut un avoir homme, ces 4 saisons? alors pour un homme, lui, il peut le faire plutôt sur l'année, avec les 4. Et puis, bon, je le dis pour la femme parce que la femme, elle a ce cycle-là qu'elle connaît très bien, Mhm. qui rythme d'une manière extrêmement personnelle son expérience. Donc, je trouve que pour l'homme, on pourrait lui dire peut-être, mais les hommes, c'est plus dur pour eux de s'observer. Donc, c'est bien qu'ils le fassent sur l'année et qu'ils observent les 4 saisons et qu'ils se posent la question, quelle est la saison vraiment où je me sens le mieux? C'est quoi la saison où vraiment je me dis, ah, dans cette saison-là, bien sûr que je l'aime toutes les saisons, mais il y a quelque chose dans cette saison que je ne sais pas, ça vient me chercher, je suis touché, j'en parlais avec quelqu'un qui me parlait qui me parlait de son vécu par rapport à l'automne, les feuilles, les couleurs, la beauté des arbres, la fraîcheur qui arrive, tu sais, l'air frais qui commence à arriver, Ouais, j'adore l'automne. Donc, tu vois, et elle me parlait de ça, et puis, ah waouh, c'était tellement beau! Et je sentais que pour elle, c'était vraiment un espace dans lequel elle était super bien. Eh ben, j'ai envie de dire, de la même façon qu'on a parlé des types de personnalités, si on veut commencer à travailler avec les cycles, identifions dans des cycles très très évidents les moments où on se sent le mieux. Ça, c'est simple et on peut bâtir là-dessus. Parce qu'on peut se dire, ah, là, je suis vraiment bien. Mais presque, j'ai envie de dire, mais pourquoi je suis vraiment bien là-dedans? C'est comme si ça nous aide à nous dire, ah, mais il y a peut-être quelque chose là qui parle de moi, qui est en résonance avec moi. Et j'ai envie de dire, c'est comme si, en devenant conscient des endroits où on est un peu plus confortable et bien, souvent, ça nous aide aussi à comprendre pourquoi il y a d'autres espaces où on est un peu moins bien. Et là, on peut commencer à les regarder peut-être avec une autre perspective, plus belle. Mais c'est bien de commencer par les espaces où on est vraiment confortable, où on se sent bien. Bon, ça, c'est un peu général, mais pareil pour le cycle hormonal. Il y a des femmes vraiment, il y a des phases où elles se sentent vraiment mieux. Déjà, de se concentrer là-dessus, de dire, mais moi, j'aime bien parler de ce cycle-là pour les femmes parce que c'est très proche. Et même pour les hommes, de savoir comment les femmes le vivent, c'est comme si ça les aide eux aussi à s'observer. Donc, c'est quand même très bon. Parce qu'en fait, les hommes qui vivent avec des femmes, bah, ils sont au contact de cette réalité dans leur relation. Donc, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Et donc, pour rajouter un dernier point, quand on est dans son cycle, qu'on observe une phase, qu'on voit si on est bien ou plutôt moins bien, se poser la question, de quoi j'aurais besoin vraiment pour me sentir mieux dans cette période-là? Parce que juste de se poser la question et de s'autoriser à aller chercher de ce dont on a besoin, c'est énorme en fait. Parce que souvent, on le sait, on dit « Oh oui, je ne suis pas tellement bien, mais bon. » Mais on ne se pose pas la question, mais et si qu'est-ce que ce serait pour que tu sois bien? Et bien la personne, elle commence à réfléchir et hop, il lui vient une idée. Et là, on se dit « Mais alors voilà, peut-être que tu pourrais te permettre ça. »
Et là, la personne se dit, ah ben oui, c'est vrai dans le fond. Et elle le fait, et puis elle se sent beaucoup mieux. Absolument. On ne se permet pas des choses qui sont mais d'une simplicité. Par exemple, moi, j'en ai peut-être déjà parlé, mais je suis bouleversé de ça. J'ai découvert que j'avais besoin de prendre des petites siestes une fois par jour, au moins une demi-heure. Au milieu de ma journée, là, mais c'est rien du tout. Ah oui, mais ça change ma vie, ça change ma santé, ça change ma performance, ça change tout. Et c'est juste un petit truc. Et ben voilà. Moi, c'est ça que je dirais comme premier conseil, c'est observer les endroits où on se sent bien, les endroits où on ne se sent pas bien, quels que soient les cycles, quels que soient les contextes, et se poser la question, surtout dans les endroits. Quand on se sent bien, on renforce ces endroits-là. Et quand on se sent moins bien, qu'est-ce que ça pourrait nous prendre pour être comme mieux? Et puis de vraiment s'autoriser ça. Tout à fait, se donner l'autorisation parce que je reviens aussi Ah, sur le point de se poser des questions. Dès qu'on pose une question, le cerveau est programmé comme ça. On lui voilà. pose une question, il va chercher la réponse. C'est formidable, quoi. C'est vraiment génial. Puis justement, tu parlais de ces siestes qui t'ont amené à être beaucoup plus en énergie, beaucoup plus performant. Plein d'actions, tu as fait plein d'actions récentes, un livre complet, une deuxième association pour un livre, création d'un institut de recherche. Peux-tu nous parler un petit peu de tous ces projets et du message que tu as envie de transmettre aux gens pour aller plus loin dans cette quête d'identité, de recherche de soi, de connaissance de soi? D'accord, avec plaisir. Moi, un point que j'aurais envie de dire, tout à l'heure, on parlait de l'autorisation. Et vraiment, je dois dire que ça, pour moi, ça me fait vibrer. Juste, je pense à ça et je me dis, mais oui, on a tellement besoin de s'autoriser. Parce que les réponses, on les a. Dans notre cœur, on les a. Mais on n'a pas appris à être à l'écoute de notre cœur et à s'autoriser à agir avec la réponse qu'on entend. Et si tu veux, moi, ce que j'ai vraiment... ce qui m'a bouleversé, en fait, ce qui s'est révélé à moi, mais d'une manière bouleversante, c'est que une des façons les plus puissantes d'y arriver, d'écouter notre cœur et de s'autoriser à faire ce qui vient, c'est de développer des espaces de travail d'équipe. C'est-à-dire de travailler en groupe, à plusieurs, pas nécessairement un grand groupe, mais déjà à 2, 3 ou 4 personnes, et de travailler à faire ce processus d'observation de soi et d'écoute de notre cœur et d'autorisation à faire en fait ce qu'on entend, que ça, on le fasse en équipe. Parce que quand on est tous à le faire le même processus, dans le même bateau, on sait qu'on a les mêmes problématiques, qu'on ne s'autorise pas, qu'on ne veut pas écouter, qu'on n'a pas pris d'expérience. Mais quand on les fait à plusieurs, eh ben, ça démultiplie les possibilités. C'est beaucoup moins exigeant, beaucoup moins difficile. Et je dirais c'est un peu ça aussi qui m'a fait développer cet institut, qui est en fait centré sur la dynamique de groupe et la conscience collective, mais qui est vraiment basé sur cette idée que ce travail de connaissance de soi, quand on le fait en équipe, dans une dynamique de groupe, qu'on respecte un certain nombre de règles pour que ça se passe bien. Avec un engagement aussi personnel, parce que souvent on veut faire partie d'un groupe, mais on ne veut pas vraiment travailler, faire ce qu'il faut, on va dire. Donc il y a quand même un engagement de se connaître. Ah bah c'est sûr, mais je pense que c'est pour ça que je dirais, quand les personnes sont motivées à apprendre à se connaître en groupe et qu'on leur donne un cadre, parce que c'est certain que ça prend quand même un cadre pour le faire de la bonne façon, eh bien, il y a un phénomène d'émulation naturelle qui permet l'émergence de cette connexion à soi. Et donc, c'est un peu ça que j'enseigne. J'enseigne comment développer ce cadre. Mais dès qu'on a le cadre, hop, ça se fait tout seul. Donc, c'est un petit peu ça que je donne dans mon institut. C'est ma recherche, puis c'est aussi ce que j'enseigne dans les cours. C'est vraiment développer ce cadre qui nous permet de mettre en place ces espaces de connaissance de soi à plusieurs pour pouvoir justement être soutenu là-dedans. Parce qu'il ne faut pas se le cacher,
c'est quand même difficile de le faire tout seul. C'est vraiment quand même pas facile. Donc, plutôt que d'essayer de le faire tout seul et puis peut-être d'y arriver, mais avec des efforts énormes, pourquoi ne pas le faire ensemble, en équipe, justement en se disant, ben oui, pourquoi ne pas s'encourager mutuellement dans cette démarche. Et donc, c'est ça que j'enseigne. Ce cadre, pour ça, ça prend différents outils. Et c'est un peu le résumé un peu de ces différents outils, de ce cadre que j'ai mis dans mon livre pour pouvoir en fait peut-être donner déjà un ancrage concret, pratique, avec des exercices, tout ça. C'est comme une bonne base en fait. Mais c'est vrai que ce que je me rends compte, c'est que les connaissances dans le livre, c'est bien, mais il faut le pratiquer. Rien ne vaut l'expérience. C'est ça. Alors, moi en fait, mon rêve, d'ailleurs, tu vois, sur mon livre, on voit le modèle avec les personnages, donc peut-être tu le montreras, le modèle plus précisément. Mais moi, mon rêve, en fait, et là, je me permets, là, on est entre nous. La bonne franquette. Hein. Voilà. Mon rêve, en fait, ce serait qu'il y ait des personnes qui décident d'acheter le livre et de vivre l'expérience avec un groupe, tu vois, de 3 ou 4 personnes, mais sans prendre de cours, rien. Juste, ils prennent le livre et ils se disent, allez, on essaye de vivre l'expérience avec les outils, les connaissances qui sont là et leur propre background. Est-ce qu'ils arriveraient à créer cette synergie? Moi, ça, c'est vraiment comme un rêve que j'ai. Si jamais, mettons, en tout cas, c'est mon rêve, voilà. Alain, tu sais que tu parles à une personne d'action. J'ai presque envie de proposer ce défi sur le groupe, sur un de mes groupes privés Facebook. Ça pourrait être très intéressant. En tout cas, c'est. Laisse-moi réfléchir à ça. Je le lance, c'est vraiment un rêve parce qu'il y a une partie de moi, si tu veux, j'ai une croyance que les personnes devraient suivre les cours pour être capables d'y arriver. Il y a une partie de moi qui aimerait que ça soit possible, que juste à travers le livre, les personnes y arrivent. En même temps, il faudrait qu'elles soient quand même un peu motivées. Mais il faudrait qu'elles soient de type de personnalité, à mon avis, action. Action, ouais. Alors, il faudrait vraiment le voir comme un projet, un peu une aventure, quoi. Bien sûr. Mais voilà, ça serait mon rêve. Et je me dis... Ah ouais. Et puis, je sens que peut-être, avec le temps, je vais peut-être améliorer des choses dans le livre pour que ça devienne de plus en plus faisable. Mais à date, ce que je me rends compte, c'est que ça prend un petit coup de main quand même. Parce que, voilà, s'autoriser vraiment à écouter son cœur, son intuition, reconnaître la richesse que les êtres avec nous portent, le faire ensemble. C'est vrai que c'est plus facile d'être un peu accompagné. Mais je crois que j'ai vraiment le rêve que c'est possible. Donc, voilà. Moi, je crois que c'est tout à fait possible. En tout cas, je remettrai les liens pour ton livre, pour l'Institut aussi de recherche et d'enseignement que tu as fondé pour les curieux qui veulent aller plus loin, pour te contacter aussi. Et bien, c'est vrai que quand Oui. Excuse-moi, je voulais le rajouter. C'est vrai que dans le livre, je parle bien du modèle, les 3 aspects, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est une façon pour des gens qui sont intéressés à comprendre un peu mieux ce modèle de personnalité. Là, ils pourront avoir plus de détails comme ça. Voilà. Je te redonnerai des nouvelles, en tout cas, sur ce défi, parce que là, souvent, en fait, je fais vraiment une parenthèse hyper importante. Souvent, on n'ose pas, en fait, demander, on n'ose pas partager ses rêves, alors qu'il suffit de lancer ça, vraiment d'oser, de se permettre de le verbaliser et de le partager pour que souvent, ça prenne vie. Donc, en tout cas... Merci de me donner l'opportunité. Avec grande joie. C'est une magnifique synchronicité. Merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Pour terminer, quel serait le message avec lequel tu aimerais, s'il y avait une seule chose à retenir de tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que tu aurais envie de laisser à tous ceux qui vont regarder cette entrevue? Moi, le mot vraiment qui est pour moi la synthèse de cette rencontre. Merci d'ailleurs d'avoir créé l'espace pour que je puisse partager ce rêve. Je crois que je ne l'ai jamais partagé. Donc, tu vois, c'est comme j'étais pris au dépourvu, tu m'as eu. Fidèle à toi-même. C'était trop ton style que tu crées. Vraiment, donc merci beaucoup pour cet espace précieux. Et si j'avais un mot, ce serait s'autoriser. Vraiment, s'autoriser
euh, à écouter son cœur et à être bien. Voilà. S'autoriser à écouter son cœur et à être bien. Vraiment, vraiment, ça, vraiment, ce serait ça que je dirais, parce que les réponses, on les a, les guidances, on les a, les ressentis, on les a. En fait, tout est là, mais le défi, c'est de croire que c'est possible et de s'autoriser. Et c'est pour ça que je pense que le travail que tu fais avec ton groupe et les échanges que vous avez, j'ai envie de dire, c'est un petit peu dans cet esprit-là aussi de s'encourager à s'autoriser finalement. Je pense que c'est un peu ça que tu fais. Donc voilà, s'autoriser, et à plusieurs, c'est plus facile quand même. Donc voilà, je dirais s'autoriser à écouter son cœur. Ce serait mon dernier mot. Cristallin, merci. Merci de tout cœur. Ce fut une entrevue assez riche. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, n'hésitez pas à le regarder à nouveau si vous avez besoin. Et puis, vraiment, ce fut vraiment une joie de t'avoir avec moi aujourd'hui, avec nous. Merci pour tout. Merci beaucoup, Julia, encore. À très bientôt à toi.